Donc je suis astronome et je sais que je m'adresse essentiellement à des experts de documentation. On risque peut-être de ne pas se comprendre complètement partout, donc essayez de me faire signe si vous ne voyez pas où je veux en venir. Mais je vais simplement vous décrire ce que moi je fais et ce que les astronomes en général utilisent comme outil, puisqu'ils peuvent présenter peut-être un certain intérêt ou une certaine originalité par rapport à votre domaine d'expertise. Donc déjà, pour situer un petit peu le cadre, l'astronomie, c'est dans le monde de l'ordre de 10 000 chercheurs. Si je prends l'annuaire de l'Union astronomique internationale, qui est l'association des astronomes dans le monde entier, d'après la même source, on est autour de 700 en France, et à Lyon, on est une vingtaine, trentaine de chercheurs. Donc c'est une communauté qui est relativement petite, 10 000 chercheurs dans le monde, ça veut dire un astronome pour 1 million de personnes, c'est plutôt 1 sur 100 000 donc dans les pays développés, et dispersés sur toute la surface de la planète. Ça implique qu'on a vraiment absolument besoin d'être rigoureux dans les échanges à distance, donc dans l'échange via la littérature et l'échange des données. Il y a une autre caractéristique qui est importante dans notre domaine, c'est qu'on est assez préservé des enjeux commerciaux. Il y a peu de licences, de droits commerciaux divers. Et donc l'échange des données n'est pas soumis à des difficultés qui soient grandes. Donc c'est assez facile de partager les connaissances. Un autre point important de l'astronomie, c'est que assez souvent on a besoin d'observations, et même d'un point de vue historique, ça a été très très important. Des phénomènes célestes tels qu'une éclipse, il est absolument important de pouvoir l'observer de plusieurs points sur la planète et de l'observer en même temps de plusieurs points sur la planète. Donc ça a été un moteur historique dans les siècles passés qui a été très important pour mettre en place une tradition d'échange et de coopération mondiale. Et puis à ceci s'ajoute bien sûr maintenant le fait que l'on a besoin absolument d'utiliser des instrumentations complémentaires pour étudier le même phénomène, et souvent de grands équipements, de très grands télescopes, c'est-à-dire des choses qui coûtent très cher. On parle, pour les grands équipements, c'est le milliard d'euros. Donc c'est des choses qui sont souvent, qui ne sont rarement purement nationales, mais qui sont transnationales, et on ne peut pas imaginer que les pouvoirs publics qui investissent dans des équipements comme ça se satisfassent qu'il y ait juste un astronome ou une poignée d'astronomes qui utilisent les résultats de ces instruments. Donc ça veut dire que les données sont deviennent par nature publiques très facilement. Donc ça, c'est notre contexte un petit peu général qui montre qu'on est dans un monde qui est assez petit, et il n'y a pas d'obstacle important, et cette circulation de l'information et des connaissances se fait de manière assez fluide. Donc, alors pour en venir à nos pratiques documentaires, je vais un petit peu évoquer rapidement la façon dont nous publions, dans quelles revues nous publions, parler des différentes difficultés, des challenges auxquels nous avons à faire face, et des solutions qui ont été mises en place et qui continuent d'évoluer maintenant. Alors pour parler vraiment publication, articles de journaux, donc on publie dans quelques revues majeures. En fait, 4 revues qui publient la très très grande majorité, je dis 90%, des articles qui sont cités en astronomie. Alors il y a 2 revues américaines, l'APJ et AJ, Astrophysical Journal et Astronomical Journal. Il y a une revue anglaise, Monthly Notices, et une revue européenne, Astronomy and Astrophysics. Ces titres tous les 4 appartiennent à des organismes académiques. Pour les Américains, c'est l'American
Astronomical Society, la Royal Astronomical Society pour les Anglais, et en Europe, c'est l'ESO, European Southern Observatory, qui est l'opérateur de nos grands télescopes, et la revue européenne, AEA, est en fait le résultat, au début des années 70, de la fusion d'un certain nombre de revues nationales en Europe. Alors ce sont des revues qui appartiennent à des organismes académiques, mais qui sont, pour plusieurs d'entre eux, dans les mains d'éditeurs commerciaux. Donc, bon, je ne sais pas si on parlera des modèles économiques plus tard, certainement. Donc à côté de ces 4 revues, il y a quand même quelques revues, il ne faut pas négliger non plus le reste, hein. Il y a quelques revues qui sont absolument importantes, mais qui ne couvrent pas tout le champ de l'astronomie, qui sont plus spécialisées, comme par exemple Icarus pour la planétologie. Donc les astronomes qui publient en planétologie, l'étude des planètes, peuvent publier dans les autres journaux, mais sont souvent amenés à publier dans cette revue Icarus, qui est une revue américaine. SPIE pour l'instrumentation, ou des journaux d'optique également en instrumentation, qui sont des revues qui sont très importantes pour certaines parties de notre communauté, mais qui sont, disons, un petit peu à la frontière de l'astronomie, qui touche également à d'autres disciplines. Il y a d'autres types de publications, les actes de conférence qui semblent être quelque chose qui est un petit peu en voie d'extinction. De mon point de vue, je pense que c'est un petit peu regrettable parce que c'est quand même également de bons endroits pour les jeunes, pour les étudiants à s'entraîner à écrire de premiers articles. C'est plus facile à écrire des proceedings que d'écrire un article complet, donc ça présente un certain intérêt. Mais il semble que l'évolution soit que l'on en fasse de moins en moins. Il y a les revues comme Nature qui sont dans lesquelles les astronomes publient un petit peu, mais c'est, je pense, souvent plutôt pour une question de prestige ou parce que c'est mieux considéré par les instances d'évaluation. Et puis à côté de ça, il y a finalement une myriade de revues, des nouvelles revues ou des anciennes revues que personnellement, je ne les connais pas toutes, je ne les regarde pas toutes, enfin je ne les regarde pas même en fait, on peut en discuter de l'intérêt. Il y a parfois, parmi elles, il y a certaines revues dont la motivation pour leur lancement est une motivation commerciale. Elles sont lancées par des éditeurs commerciaux en essayant Mais bon, ça ne correspond pas vraiment à un besoin dans la communauté, à mon avis. Alors là, pour aller un petit peu plus profond, qu'est-ce qu'il faut pour faire un article? Alors, si je peux résumer à 3 ingrédients, 3 sources, donc documentaires qui nous permettent de faire l'article, qui est le produit fini. Le résultat de la recherche, c'est l'article. Alors, je peux résumer le but de notre travail à écrire un article. On se sert de 3 sources essentiellement, donc des observations, la littérature, donc on va piocher de l'information dans la littérature précédente, et puis des sources secondaires. Donc si j'écris ça comme ça, ici je reprends les choses, les observations c'est les archives des télescopes, ou les archives de simulation numérique, c'est quelque chose qui se développe. À côté d'observer directement le ciel, on fait des simulations, et parfois ce sont des simulations très lourdes, donc on ne les fait pas, on ne recalcule pas sur l'ordinateur, on stocke dans des archives le résultat de simulations qui peuvent être utilisées à plusieurs reprises ensuite. La publication consiste en 2 éléments, disons, il y a le texte des articles, et puis il y a les données souvent qui sont dans des articles, des résultats des mesures, des tableaux qui sont associés à des articles. Ça fait partie intégrante de l'article et c'est quelque chose d'important. Et puis à côté, des bases de données spécialisées. En gros, pour écrire un article, on se sert de l'archive de les archives de télescope permettent de faire des articles qui résultent en des tables qui sont stockées dans certaines bases de données et les textes qui sont stockés ailleurs.
On se sert des tables et des articles pour créer des bases de données spécialisées. Là, j'en parle aussi, comme on l'évoquait au début, à Lyon, nous avions fait dès 1983 une base spécialisée sur les galaxies qui s'appelle LEDA et qui fonctionne toujours de nos jours, qui consiste à aller piocher dans la littérature des informations, des résultats sur des galaxies, des luminosités de galaxies, des choses comme ça, et les assembler sous une forme homogène de base de données, en les agrégeant et en les uniformisant de manière à corriger les différents protocoles de mesure entre différents articles. Donc ça, c'est des bases spécialisées. Et l'ensemble de ces bases spécialisées, archives de télescopes, servent en fin de compte à faire un article. L'ancien ensemble devient des ressources. Donc on voit les ressources sont les télescopes, la littérature et les bases de données spécialisées. Alors dans ce monde où il y a plusieurs éléments, le besoin critique et important, c'est d'avoir des standards qui permettent d'interopérer tout ça, d'interopérer l'accès, l'utilisation de textes, d'articles dans des journaux, de tables astronomiques, d'observations. Les observations, ce sont des fichiers informatiques qui ont des structures qui sont très diverses. On peut imaginer des simples photos du ciel, mais parfois c'est des documents qui sont un peu plus complexes, une représentation à 3 dimensions d'un morceau de l'univers ou des choses même encore plus complexes. Donc il y a besoin de standards pour pouvoir décrire et identifier une publication, des données, des objets astronomiques, donc tout un ensemble standardisé de métadonnées. Il y a besoin de savoir comment on fait pour transporter d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'un ordinateur à l'autre ou entre l'ordinateur et l'utilisateur final, transporter des éléments, transporter un article, etc. Donc il y a des questions de format de données, et puis il y a besoin de certains guides pour se retrouver dans tout ça, c'est-à-dire d'annuaires, de protocoles pour décrire comment on fait des interrogations à tel ou tel service et comment on formalise les échanges entre ces services. Alors, ces besoins-là ont été compris très très tôt et les astronomes ont travaillé très très tôt sur ces questions-là, dès les années 70, où par exemple, il y a eu un standard qui s'appelle FITS, FITS, qui a été créé dans les années 70 pour décrire les données astronomiques, une image par exemple. Donc c'est simplement un fichier qui contient une partie avec les données, les pixels d'une image en gros, et puis une partie qui contient les métadonnées, tout ce qui décrit l'image, l'endroit du ciel où elle a été prise, la personne qui a pris l'image, le télescope, etc., le temps de pause, enfin toutes les informations dont on a besoin pour décrire précisément une observation. Je veux ici, puisqu'on parle de documentation, parler d'un standard qui est particulièrement simple et intéressant et important pour nous, c'est la façon de référencer des articles, ce qui est quelque chose qu'on appelle le bibcode, ou les Américains appellent ça plutôt refcode. C'est un code de 19 caractères qui permet de décrire tous les articles, qui décrit tous les articles en astronomie d'une façon unique. Vous voyez, sa structure est très simple. Il y a un premier champ qui décrit l'année. Il y a un champ, là, combien ça fait 5 caractères, qui permet de décrire le nom du journal, ensuite le numéro de volume, le numéro de page. Il y a une dernière lettre qui est redondante, enfin pas redondante, mais qui n'est normalement pas utile, qui permet de contrôler, qui est l'initiale du premier auteur de l'article. Alors, ici par exemple, il y a le champ qui manque, que je n'ai pas cité ici, c'est dans certaines revues, il y a la publication principale et il y a des lettres ou des pages roses dans MNRAS, donc qui sont codées par un caractère supplémentaire. Et cette façon d'écrire les articles est en fait suffisamment souple de façon à ce que
de nos jours, malgré l'évolution et le développement, ça fait quand même 20 ans que c'est en place, ce système, on arrive très bien à continuer à coder les articles. Maintenant, les articles ne sont plus publiés, Astronomy et Astrophysics abandonnent la publication sous forme papier, donc il n'y a plus que... Les articles sont référencés par un numéro d'article dans la revue. Donc ce qui était le code, ce code un peu libre, il est devenu A pour le numéro d'article. Donc les articles ont un numéro. Donc c'est un système qui survit, qui est en service depuis très longtemps et qui permet de faire le lien entre les différents services. Donc je parle ici, je cite avec des acronymes. Je ne sais pas si je les ai déjà bien définis. L'ADS, qui est un système de la NASA qui stocke la bibliographie, je vais en parler en détail après. Le CDS, qui est le centre de données de Strasbourg, donc une contribution européenne importante à tout ce système, qui s'occupe de l'indexation des noms d'objets dans les articles, par exemple, et du stockage des tables associées aux articles. Non seulement stockage, mais également de toute la documentation associée et les requêtes spécifiques dans les tables des articles. Et le lien avec de multiples bases de données et archives de télescopes. Ça veut dire que rien qu'avec le Bibcode, on peut décrire un article de manière unique. Lorsqu'on a trouvé un article, on peut, dans le système ADS, qui est la base de données de la NASA, on peut aller trouver les objets qui sont mentionnés et référencés dans cet article, on peut aller les trouver dans la base de données du CDS, et réciproquement, à partir du CDS, on peut trouver les articles dans l'ADS grâce au Bibcode. C'est un système opérationnel qui marche entre de nombreuses bases de données, même la base de données que nous avons à Lyon utilise le Bibcode pour faire référence aux articles stockés dans l'ADS. Donc de manière un petit peu plus large, plus récemment, donc les premiers standards et la mise en place de ce paysage datent des années plutôt 1990. Au début des années 2000, a été créé l'Observatoire virtuel, structuré au niveau mondial dans une organisation qui s'appelle l'International Virtual Observatory Alliance, dont le but est de définir les standards pour permettre la découverte et l'échange des données à travers ces différentes ressources. Le point clé, le point important derrière ça, le besoin d'aller plus loin dans la standardisation, donc dans l'automatisation des procédures d'échange de données, c'est ce qu'on appelle l'avalanche de données. C'est-à-dire que dans les années 80, un programme de recherche se générait autour du gigabyte dans les cas lourds de données. Dans les années 90, c'était déjà, ça avait un petit peu augmenté. Et ensuite, ça augmente, on voit, en gros, par décade, ça augmente d'un facteur 1000. Hein, on est passé de quelques gigabytes, 10 gigabytes, dans les années 90 à plutôt quelque chose comme le terabyte dans les années 2000, et maintenant les grands projets astronomiques génèrent des quantités de données de l'ordre du pétabyte. Donc pour s'y retrouver dans tout ça, il y a vraiment besoin de faire des progrès. Les procédures manuelles ne tiennent souvent plus, et il y a besoin d'efforts de standardisation. Bon, mais ça c'est surtout pour les données plus que pour la documentation. Alors je vais parler ici du service spécifique qui s'adresse à la documentation. C'est en fait le portail unique ou presque unique qu'utilisent les astronomes pour accéder aux articles. C'est un service de la NASA qui a été mis en place en 1988 et qui est interopéré avec le CDS à Strasbourg. Cette interopération entre l'ADS et le CDS
existait avant le début du web. Hein. C'était dès le début, tout début des années 90, ils utilisaient Internet hors web par d'autres protocoles pour coordonner les affaires, c'est-à-dire que le CDS savait indexer les objets dans les articles et l'ADS stockait les articles eux-mêmes. Et bon, c'est venu sur le web au tout début du web, hein, 1993, c'est vraiment le début. Progressivement, l'ADS a scanné toute la littérature un petit peu ancienne, puis les articles plus récents sont rentrés sous forme digitale directement, ce qui fait que le système est extrêmement complet, contient à peu près toute la littérature dont nous avons besoin. Alors le bibcode dont j'ai parlé juste avant, c'est ce qui sert de clé pour référencer les articles, et c'est à partir de ça que les différents services arrivent réellement à communiquer. Alors sur ce portail unique qu'est l'ADS, on accède donc aux différents composants du texte, le titre, le résumé, le texte complet, et on peut faire des recherches sur ces différents composants. Un point qui est très important dans l'ADS, c'est la fusion qu'ils font entre la référence de l'article dans le journal primaire et celle dans Archive. Ce que beaucoup de bases de données ne fait pas, et ce qui est très pratique parce que ça permet réellement d'unifier les deux systèmes. Bon, l'ADS offre évidemment des liens de référence citation, les liens vers le CDS pour les données tabulaires, les archives de télescope et ainsi de suite. Un point important en astronomie, c'est de rechercher par les noms d'objets astronomiques, et ça c'est une contribution qui est faite en France. Il y a donc des documentalistes en France qui vont dépouiller les articles, qui trouvent les noms d'objets et qui indexent de cette manière-là les articles. De plus en plus, les astronomes, les auteurs eux-mêmes contribuent à cette indexation au moment de l'écriture de l'article, où on nous donne des macros en LaTeX. Hein, les astronomes écrivent leurs articles en LaTeX, donc c'est assez facile d'indexer directement les noms d'objets au moment où on écrit l'article. Donc on structure dès l'écriture de l'article. Donc concernant les archives ouvertes, les astronomes stockent à peu près tous les articles sur Archive. Ça a commencé très tôt. Hein. Archive, au début, c'était pour la physique, et l'astronomie s'y est joint presque dès le début, dès 1992. Et actuellement, il n'y a guère d'articles qui ne sont pas sur Archive. Et puis les autres articles autrement, puisque c'est des organismes académiques qui en sont propriétaires des titres, ils imposent que l'accès soit libre après un certain temps. Généralement, au bout d'1 ou 2 ans, les articles sont disponibles. Et pour terminer ce très bref exposé, je veux mettre juste quelques remarques de cette manière-là, un petit peu en vrac. Le message peut-être essentiel que j'aimerais faire passer, c'est qu'il est important d'intégrer la partie documentaire, article elle-même, dans un contexte plus large pour nous, qui inclut à la fois les données primaires, ce qui sort des télescopes, ce qui doit être indexé de la même manière. On doit avoir la traçabilité, on doit pouvoir remonter de l'un à l'autre et arriver à savoir quelles données ont été utilisées pour quel article et quels articles ont été écrits à partir de quelles données, et inclure également les bases de données spécialisées, de données dérivées dans un système global. Je ne connais pas le domaine de la documentation scientifique d'un point de vue général, mais pour ce qu'on m'en a dit, le corpus astronomique présente certaines qualités qui sont assez intéressantes, que les spécialistes peuvent certainement à profit aller regarder, peut-être comme
comme cas d'étude, parce qu'apparemment les astronomes ont travaillé très très tôt sur la structuration de ce domaine, et ça fonctionne toujours. Peut-être qu'actuellement, alors que le champ se structure de manière beaucoup plus générale, les astronomes se retrouvent peut-être un petit peu en marge avec des outils qui deviennent peut-être un petit peu dépassés, je ne sais pas. Et la dernière remarque que je voulais faire, pour rebondir sur ces questions d'archives ouvertes dont on parle beaucoup en ce moment dans l'université, c'est que, bon, c'est un peu en façon de provocation d'écrire les choses comme ça, c'est qu'en fait je me passe très souvent de l'accès direct aux journaux eux-mêmes. Puisque dans l'ADS, la fusion est très bien faite entre la référence à Archive et la référence au journal, c'est souvent pour moi beaucoup plus économique en termes de nombre de clics pour arriver à l'information, d'aller directement à l'archive Archive. Cependant, j'ai besoin quand même des journaux, parce que j'ai besoin de savoir que l'article a été bien référé et que c'est un article officiel, que ce n'est pas un préprint en cours de développement. Donc je me sers des journaux, mais je ne me sers pas de la version écrite des journaux, ce qui pose qui ouvre certainement des débats et des choses assez complexes à traiter derrière ça. Bien, voilà mon intervention.